Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je reviens d'un voyage au Japon. J'étais déjà allé dans ce magnifique pays que je vous invite à visiter un jour si vous avez la chance de le faire et si c'est pas déjà fait. Et en 2018, j'étais donc déjà allé au Japon et j'avais ramené une grande Seiko, ce qui avait pas mal plombé mon budget. Et donc cette année, j'ai décidé d'être un peu plus raisonnable avec mes achats. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil à ce que j'ai ramené de là-bas. Ouais, je peux que vous encourager à essayer de visiter un jour ce pays. C'est vrai que je suis pas un grand voyageur. Les deux seules fois que j'ai fait des voyages lointains, c'était au Japon. Mais je trouve vraiment que c'est un pays extraordinaire, qui a gardé beaucoup d'identité et un pays qui est aussi moins globalisé que ce qu'on peut trouver dans certaines autres contrées. Alors c'est sûr que c'est un gros budget d'aller là-bas. Ça demande pas mal d'organisation, mais je trouve que ça vaut vraiment le détour. Il y a tellement de raisons d'aller visiter ce pays. C'est vraiment un mélange de tradition et de modernité. On a aussi tous cette manière, ce sens du respect qu'on va trouver au Japon, qui est vraiment très développé. Et on peut aussi y aller pour la nourriture. Il y a vraiment tout un tas de raisons d'aller visiter ce pays, même si effectivement la société là-bas est pas idéale non plus. Il y a beaucoup de points sur lesquels cette société est vraiment très dure. Mais en termes de voyage, je trouve vraiment que c'est un coin extraordinaire. J'aime bien cette chaîne YouTube. Je sais pas si ceux qui connaissent le Japon connaissent. Peut-être pour moi, c'est une des meilleures chaînes francophones, tout contenu confondu, qui s'appelle Ichiban Japan. C'est donc un Français qui est établi au Japon depuis une dizaine d'années, je pense, et qui fait vraiment des super beaux reportages avec une qualité de production qui est vraiment très bonne. Je vous laisse un lien dans la description de la vidéo au cas où ça vous intéresserait. Donc, jetons un petit coup d'œil à ce que j'ai ramené du Japon 2024, à commencer par cette Seiko 5 ici, nouvelle version des Seiko 5, qui est donc un des modèles de cette nouvelle ligne qui est sortie il y a environ une année, qui est la ligne SNXS, si je dis pas de bêtises. Donc ici, elle est dans sa version japonaise. Il y avait une offre à 20% que j'ai trouvé dans un mall, donc ces grands centres commerciaux qu'on va trouver un peu partout dans le Japon. Donc une offre à moins 20%, le prix officiel de ces Seiko 5 a bien monté par rapport aux anciennes Seiko 5 qu'on pouvait trouver sur eBay à une centaine de dollars. Donc ici, le prix officiel, il est plutôt à 400 dollars. On la trouve donc à 250 dollars avec ce rabais. Et l'offre ici dans ce mall, elle était plutôt sympa. Elle venait avec cette paire de chaussettes Seiko 5. Donc ça, c'est un truc qui m'a bien plu. Le vendeur a d'ailleurs remarqué que j'étais plus intéressé par la paire de chaussettes que par la montre. Et du coup, il m'en a donné une deuxième dont je vais faire cadeau à quelqu'un qui est aussi dans le monde de l'horlogerie. Voilà, c'était un achat plutôt sympa. Le vendeur, ça l'a bien fait rigoler en tout cas. Je sais pas s'il se moquait un peu de moi avec cette histoire de paire de chaussettes, mais c'était assez marrant. Ouais, c'est Seiko ici, c'est la référence, c'est la SRPK 89. Donc la version japonaise, c'est la SBSA 255. Mais on retrouve un peu les mêmes dimensions qu'on retrouvait sur les anciennes Seiko 5. Ici, c'est du 37,5 mm. On a aussi ce bracelet ici qui est en 18 mm. Je pense que je ferai une petite revue de cette montre un petit peu plus détaillée. Je la trouve assez réussie. Pour faire rapide, je trouve qu'on a aussi une qualité qui a bien augmenté par rapport au Seiko 5 qu'on trouvait à une centaine de dollars il y a pas si longtemps. La qualité est quand même bien montée entre le cadran, ses aiguilles avec un double finish. On a aussi ses index. On a un Seiko qui est appliqué là sur le cadran. Cette fausse patine que je trouve plutôt réussie. On a aussi la boîte qui est en finish 2 tons avec du brossage et du polish que je trouve plutôt réussi. Si on parle du bracelet ici rapidement, il est aussi quand même de nettement meilleure qualité que ce qu'on trouvait sur les anciennes Seiko 5. Très confortable à porter. Ici, on a le jour de la semaine en kanji, vu que c'est une version japonaise. Toujours un petit plus exotique qui, pour ma part, me plaît bien. Donc voilà, on a encore cette boucle ici. Pas très pratique parce qu'elle a que deux micro-ajustements. Mais je trouve le résultat sur le bracelet assez fin ici. Plutôt une jolie finition pour ce bracelet dans sa gamme de prix. Ici, on a encore ce vert Hardlex. C'est toujours du Hardlex, pas de saphir. Mais il est légèrement domé. Et ça, je trouve aussi que ça rend bien.
On a cet effet de distorsion qui est plutôt sympathique. Alors oui, on entend beaucoup parler de l'augmentation des prix chez Seiko et l'augmentation de la qualité est peut-être pas proportionnelle à l'augmentation des prix. Je trouve une fois qu'on a appliqué un rabais sur cette montre, si on arrive à la trouver à 200-250 $, pour moi ça reste une offre plutôt intéressante pour une marque comme Seiko. Euh, donc passons un petit peu aux autres modèles que j'ai achetés. J'avais promis à un ami qui m'a aidé à préparer ce voyage au Japon de lui ramener une ou deux G-Shock. Donc c'est pas des G-Shock qui sont très particulières, c'est plutôt des modèles bon marché. Première chose, j'ai essayé de me rendre dans un shop uniquement G-Shock. Donc pour ça, je suis allé à Shibuya, donc un célèbre quartier de Tokyo où on retrouve ce fameux carrefour qu'on retrouve très souvent dans les guides touristiques, sur les photos classiques de Tokyo. C'est une photo qui revient très souvent. Il y avait un shop purement G-Shock dans ce quartier. Et j'étais un peu déçu, hein. C'est vrai qu'il n'y avait vraiment pas l'entièreté de la gamme G-Shock dans ce shop. Tous les modèles très chers étaient présents, c'est sûr, hein, ceux qui sont entre 1000 et 4000 euros, ils étaient présents. C'était l'occasion de jeter un coup d'œil. C'est vrai que c'est pas des modèles qu'on voit très souvent, vu le prix auquel ils sont vendus. Et puis je m'attendais aussi un peu à voir des produits dérivés, genre des casquettes, des stylos, des sacs, des choses comme ça. Il n'y avait rien sur place, donc j'étais un peu déçu. J'ai rien acheté là-bas. Et du coup, j'ai ramené ces deux modèles ici que j'ai acheté dans un Big Camera, qui est un shop d'électronique qu'on retrouve. C'est une chaîne de shop d'électronique au Japon qui est assez populaire, où j'avais déjà acheté ma grande Seiko d'ailleurs il y a 6 ans. D'ailleurs, la vente de chacune de ces G-Shock venait avec un stylo ici, un stylo Casio. Alors, on préfère un stylo G-Shock, mais c'est quand même sympa les stylos Casio. C'est toujours ça de prix. Donc ici, première des deux que j'ai acheté, mon collègue étant un fan de DW6900, j'ai ramené ce modèle ici que je trouvais sympa avec ce coloris gris. Bon, affichage inversé qui est pas très lisible ici. On a ce fond blanc que j'aime bien et cette bague un peu gris-vert que je trouvais assez sympa. Donc ici, c'est une DW6900, hein, donc une montre très basique. Le module ici, c'est le 3529 et c'est vraiment les fonctionnalités basiques avec heure, date. On a une alarme, un timer, un chrono et ce rétroéclairage à une LED. À une LED blanche. On peut encore noter ici qu'on a une CR 2016 comme batterie à l'intérieur, avec une autonomie de 2 ans. Donc la DW 6900 qui reste un classique de chez Casio, peut-être le design le plus classique après les modèles carrés de la ligne G-Shock. Et deuxième modèle que j'ai ramené du même shop, celle-ci qui est donc la GW 8900, un peu plus chère que la première, donc ça c'est dans les 60 euros une fois qu'on a fait le change. Au Japon, quand on fait des achats dans des malls, on peut avoir un 10% de rabais pour les gens qui vivent à l'étranger, ce qui est toujours intéressant. Ici, un modèle un peu plus cher, aux alentours de 90 euros. Modèle qui est vendu exclusivement au Japon, avec cette couleur noire ici, puis ces quelques touches de rouge que je trouvais assez sympa. Ici, en termes de taille pour une G-Shock, on est plutôt dans du petit à moyen, et ça, c'est plutôt du moyen large, hein, je dirais. Je l'ai vraiment acheté uniquement pour le look. En termes de fonctionnalité, elle n'a pas grand-chose de plus que la DW 6900. Module ici, c'est le 3268. Et j'aimais bien aussi en esthétique cette bague acier qu'on trouve là autour. Et il y a quand même ici ce qu'on peut noter, c'est que pour 90 euros, on va se retrouver avec une charge solaire et un multiband 6 qui est donc un ajustement automatique de l'heure par fréquence radio. En termes de fonctionnalité, pas grand chose à signaler ici. Heure date, les alarmes, 5 alarmes, donc un timer, un chrono. On a aussi un dual time, donc un world time avec un certain nombre de villes. Je crois que c'est 48 villes et 29 time zones. Et on a ce rétroéclairage ici à LED blanche qui est plutôt sympa aussi. Donc pour moi, un rapport qualité-prix intéressant. 90 euros pour un modèle avec le multiband et la charge solaire, c'est plutôt un bon prix. Euh, donc, Dernier modèle que j'ai acheté en termes de G-Shock, c'est celui-ci qui est donc une G7900
3DR avec un module 3194. Ça, c'est un modèle que j'ai trouvé aussi complètement au hasard dans un outlet. Il y a beaucoup d'outlets au Japon avec ces marques internationales et ces outlets prétendent vendre les choses moins chères. Mais en termes de prix, j'ai pas trouvé que c'était très intéressant. Après, j'ai visité ce magasin de montres juste par curiosité et ce modèle, il me plaisait bien avec ses couleurs, donc ce vert foncé ici, ces petites touches de jaune doré que je trouvais plutôt sympa. Ici, c'est plutôt un modèle de taille médium, hein. Le prix, une fois les taxes déduites, c'est aux alentours de 60 euros. Euh, donc purement acheté aussi pour son esthétique, ce modèle. Il a aussi, on peut noter en termes de fonctionnalité, il a un petit peu plus que les deux autres parce qu'il a la phase de lune ici et aussi les coefficients de marée. Ce qui peut toujours être intéressant, même si pour moi ça n'a aucune utilité. Les autres fonctions ici, c'est aussi très simple, hein. On a heure date. Ici, on a deux chronos, je ne sais pas pour quelle raison, hein. Et un timer, donc 5 alarmes. Aussi le World Time avec 29 time zones. On a ce rétroéclairage ici que je trouve assez sympa, un rétroéclairage vert euh, que je trouve plutôt sympa en fait, assez réussi. Ici, batterie CR2025 avec une autonomie de 2 ans. On peut encore noter ici qu'on a ces espèces de gardes là en dessous en plastique qui, j'imagine, sont là pour améliorer la sensation de la montre sur le poignet. Je vois pas trop l'utilité, mais bon, voilà, c'est présent. J'ai vu qu'il y avait pas mal de modèles qui étaient aujourd'hui avec ces espèces de gardes. Euh, voilà, ça c'est la dernière G-Shock que j'ai ramenée de là-bas. Et le dernier achat que j'ai fait aussi complètement au hasard, qui à mon avis est le plus intéressant de tous, c'est cette Seiko 5 Actus des années 70. Alors elle est pas mal rincée, hein. Mon idée c'était de me faire un petit projet de restauration, bracelet, la vitre et puis aussi la boîte, refaire un polish et un brossage. Et donc ça j'ai trouvé ça dans un petit magasin dans une ville qui est très peu touristique, la ville de Matsumoto, c'est une ville qui est visitée principalement par des Japonais. C'était un vieux monsieur qui tenait une boutique qui n'était même pas la sienne, c'était la boutique de son père, donc lui était déjà assez âgé, et son père comptait fermer cette boutique. Et c'était vraiment une discussion intéressante. Alors, je ne l'ai pas eu directement, mais ma compagne étant japonaise, c'est elle qui a pu avoir la discussion avec lui. Et moi, pendant ce temps-là, je regardais un peu les montres qu'il y avait en vitrine. Et donc, ce vieux monsieur a raconté un peu l'histoire de son shop, l'histoire de son père, a sorti des photos qui avaient parfois plus d'un siècle. C'était assez intéressant. Il nous a aussi parlé de son père qui avait accumulé des Rolex vintage pendant toute sa vie et d'un déchirement familial au moment de l'héritage pour récupérer tout l'argent qui allait provenir de ces Rolex vintage. Et voilà, dans ce magasin, il y avait des vitrines avec des modèles pas très chers. Il y avait du suisse, il y avait du japonais. Et j'étais intéressé par ce modèle-là qui était exposé à 5500 yens, ce qui représente environ 35 euros, je dirais environ. Et voilà, cette personne, c'est donc le fils de l'horloger. Il était absolument pas au courant de l'état de fonctionnement de ses montres. Et il m'a dit, ah, je vais pas vous la vendre 5500 yens, parce que si elle marche pas, vous allez être déçu. Il y a toujours ce sens de l'honnêteté au Japon. Donc ce vieux monsieur me disait oui, mais si vous achetez ça puis qu'elle marche pas, vous rentrez chez vous, vous allez être très déçu. Puis je lui ai expliqué que moi j'essayais de retaper aussi un peu des montres dans mon hobby et que si elle était abîmée, ben j'en ferais pas un problème, puis que j'essayerais de sourcer les pièces pour réparer le mouvement qui est à l'intérieur. Donc il m'a proposé de faire une offre de prix. 5500 c'était le prix officiel, donc je voulais pas non plus être trop insultant. Je lui ai proposé 4000 yens, ce qui représente environ 25 euros, et il m'a dit qu'il me la laissait pour 3300 yens. Donc c'était vraiment une négociation assez particulière, et j'ai reçu ce reçu qui date d'un autre temps, qui est quand même très très
ça fait partie du charme de cet achat pour moi, hein, le reçu qui vient avec. Et donc voilà, après je l'ai fait tourner un peu pendant 24 heures, elle tourne à plus ou moins 1 minute par jour, donc le mouvement est pas détruit, c'est déjà ça. Peut-être qu'il aura besoin d'un nettoyage et d'un démontage et d'un huilage. Et c'est sûr que le bracelet et la boîte sont bien rincés, donc ça je vais essayer de faire quelque chose. Et pour moi c'était un achat vraiment très intéressant parce qu'il y avait tout cet échange aussi qui s'est passé sur place et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, c'est un petit retour sur mon expérience en termes d'achat horloger au Japon. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!